Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser, et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Et donc, est-ce que t'es prête à qu'on y aille? J'ai mangé un petit bout de ton croissant, qu'il est très bon. Super! Et après, je te réponds. Et avant qu'on aille en profondeur dans la discussion, je voulais dire que ton nom il a été très souvent évoqué par mes invités, avant, pendant ou après les chaque émission que je faisais. Donc on m'a beaucoup conseillé de t'inviter. Et donc c'est chose faite aujourd'hui. Et j'en suis super content. Donc merci d'avoir accepté. Et, Mais merci de m'avoir invité, écoute, c'est un double merci. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup d'invités argentins. Donc tu connais d'ailleurs Luis Boni. Ah oui, c'est un grand ami. Mais j'ai pas eu d'invité encore uruguayen. Ah bon? Voilà, et donc j'ai eu des entretiens sur l'histoire du tango par rapport à l'Argentine, mais pas encore sur ton pays. Oui, mais mon pays est tellement petit à côté de l'Argentine que, bon, il y a beaucoup plus d'Argentins à Paris que des Uruguayennes. Hein. Et donc pour moi, c'était avec ce podcast-là l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de ton pays et de monter le tango à Montevideo, parce que j'en sais pas encore beaucoup. Donc pour moi, c'est l'occasion d'en apprendre plus du coup avec toi. Donc tu viens de Montevideo, c'est ça? Moi, je suis née à Montevideo, mais je n'ai pas vécu mon enfance à Montevideo. J'étais plus loin, j'étais à Paysandú. Et avec toi, du coup, pendant cette rencontre, j'ai envie de parler de plusieurs choses avec toi. Donc j'ai envie d'en apprendre du coup sur ce qu'est le tango à Montevideo, parce que je sais un peu plus maintenant qu'est-ce que le tango en Argentine. Mais c'est le tango toujours, hein. Même chose? On est peut-être plus spontané en Uruguay qu'en Argentine. C'est-à-dire que moi, il y a 2 mois, j'étais en Uruguay. Et il y avait longtemps que je n'allais pas danser. Je suis allée 2 ou 3 fois à la Milonga. Et je trouve que les gens sont très créateurs. Sont beaucoup moins formels qu'ici, par exemple. Et ils se guident beaucoup pour les rythmes. C'est-à-dire que, bon, en D'Arienzo, par exemple, l'orchestre qui est très rythmique, il suit bien le rythme. C'était très agréable. Oui, c'était très agréable de sentir comment ils sont peut-être pas aussi parfaits dans la posture que les Argentins, mais ils ont une manière... oui, ils dansent d'une manière agréable. Bon, et l'abrazo est toujours un abrazo très, j'allais dire, très sympathique, très accueillant. Qu'ici, ça coûte beaucoup de trouver l'abrazo accueillant. En France, à Paris ou... En France. En France. Et en Allemagne, je pense qu'aussi. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Ok, en tout cas, ce type d'abrazo, tu le retrouves... Je les sens très particulièrement... Et en Argentine et en Uruguay, c'est pareil. Okay. Mais on se situe, et c'est pas... Comment je veux dire? C'est quelque chose, c'est très connecté, où il y a un amour très grand à la danse, mais ils te le disent. Si je vais trouver une fille, c'est pas en dansant. Moi, quand je danse le tango, je ne cherche pas une femme que je vais aimer toute ma vie. Je peux le faire, mais plutôt je cherche à danser. Ici à Paris, des fois, c'est un peu ambigu. Ah, des fois. C'est selon ce qu'ils m'ont dit mes élèves. Hein. Parce qu'à moi, on me respecte un peu plus. Et on pourra aussi parler c'est quelque chose que je veux aborder aussi pendant notre rencontre, de ton rapport, toi, par rapport à la France, que tu observes les différences entre l'Argentine, l'Uruguay, et par rapport à quand tu arrives en France, les différences que tu as vues. J'aimerais aussi parler du lien qu'il y a entre l'Argentine et l'Uruguay. On avait parlé un petit peu au téléphone. C'est très fort, ça je tiens beaucoup parce que les Français, vous ne connaissez pas ça. C'est ça. C'est très très fort. Et
Et j'ai aussi parlé tu as travaillé au trottoir du coup de Buenos Aires à Paris. Au trottoir de Buenos Aires. Trottoir de Buenos Aires à oui. Paris. Et aussi, j'ai vu que en arrivant en Europe, tu as entamé des études en psychologie. Oui, tu as vu ça, oui. Je suis venue étudier la danse contemporaine et la danse classique aussi. Hein. J'ai- Les tangos, pour moi, je l'avais vécu avec ma famille, surtout le côté de mon père, mes frères. Ils étaient beaucoup plus grands en âge que moi. Hein. C'était des demi-frères. Et donc, ils dansaient le tango. Ok. Donc il y a un qui m'a mené à voir des orchestres, de très bons orchestres, qui habitait à Montevideo, et l'autre qui était à Paysandú. On était à l'Estancia, dans une propriété terraine, de terre, voilà, et il s'occupait de ça, donc c'était différent, mais c'était très sympa. C'était pareil, hein, et tous les deux ils dansaient le tango. Et par rapport à ces études en psychologie que tu as fait, j'ai vu que tu as fait la danse-thérapie. Et Oui, donc j'aimerais aussi en apprendre plus sur ça, sur pour toi l'apport à la danse par rapport à nous d'un point de vue mental, oui, émotif. Donc ce sera oui. des choses sur lesquelles... Mais quand je faisais la danse-thérapie, au moment où j'ai commencé, je n'utilisais pas les tangos. Hein. J'utilisais, et je continue toujours à utiliser beaucoup plus des mouvements libres, beaucoup plus. C'est-à-dire, je pourrais dire que c'est un peu une inspiration de Martha Graham, mais j'ai travaillé beaucoup, enfin un peu sur Martha Graham, beaucoup sur avec une dame qui avait fui la guerre très jeune et qui s'était installée à Montevideo et avait créé une école où elle te montrait, elle te faisait improviser, mais elle te donnait une grande connaissance du corps et de tes muscles. Donc je crois que quand j'étais jeune, enfin jeune, j'ai dit 10 ans et 11 ans, je connaissais plus les noms qui m'ont resté en espagnol et pas en français, des muscles, des os, que maintenant j'ai oublié. C'est vrai? Oui. Je les utilise, hein, mais j'ai une connaissance de mon corps profonde que j'ai transmis beaucoup à mes élèves, mais je ne perds pas autant de temps que cette dame professeure m'a donné dans sa vie pour apprendre tout ça. Hein. Hmm. Et si j'ai bien compris, ce sont tes frères et ta famille qui t'ont initié au tango. Oui, c'est assez courant. Si tu veux, il y a aussi une autre chose qu'il est un peu différent à Montevideo qu'à Buenos Aires, un peu, pas beaucoup. Le carnaval, c'est important dans les deux pays, et c'est plus long qu'ici. Et c'est dans la rue. Il y a des comparses qui passent, des groupes de jeunes qui dansent et tout ça. Et il y a des fois des tablados, que c'est comme des petits théâtres à l'air, enfin une explanade en bois. Hein. En fait, c'est ce qu'on met dans les places ici quand il y a des fêtes. Et comment je peux dire, il dure pas mal. C'est pas 3 jours de carnaval. Des fois, on les fait durer un tout petit peu plus. Des fois, non. Ça dépend des quartiers. Et donc, quand tu es petit, tu vas la nuit, là. Ouais. Et comme c'est les vacances, en plus, tu peux rester plus tard. C'est très agréable. Et toute la population à côté, même dans les grandes villes, et dans certains quartiers, il s'est passé ça. Ok. C'est bien. Il y avait du coup dans ces carnavals de la danse, c'est ça? Comment? Dans ces carnavals-là, il y avait de la danse, c'est ça? Oui, et là, il y a la danse, mais il n'y a pas simplement que les tangos. Oui. Et surtout que les latino-américains, on aime aussi beaucoup les rythmes différents. Et on aime beaucoup la cumbia, la salsa. La cumbia, c'est plus vrai, c'est la danse de la Colombie. C'est quoi la cumbia? Hein, c'est une espèce de salsa, si tu veux. Les gens qui... Oui. Ok. Mais c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond. Et c'est une danse noire aussi, d'origine noire. Et je pense que la cumbia, c'est très mélangé. C'est les côtés noirs et les côtés hispaniques. Il y a le candombe aussi, en fait, mais il y a très africain, le candombe. C'est l'origine de la milonga, le candombe. D'ailleurs, tu me disais que le tango puise ses origines Africaine. africaines. Oui, oui. Je savais pas. Ah bon? Non.
Bon, mais là, tu as les origines d'un peu, je vais te les montrer après. On vient de me l'offrir. Des, si, bien sûr, parce que c'est... Les tangos ne commencent pas tout seuls, il y a toujours la grand-mère, les grands-pères. Bon, alors, disons-nous que le candombe, ça a été les grands-pères. Et c'est une hybride entre l'Espagne et l'Afrique, oui. Parce que l'Espagne a donné quand même beaucoup en Amérique latine. Il y a le folklore d'Amérique latine est très inspiré pour les danses hispaniques, folkloriques aussi. Hein. Pas l'andalou, hein. L'andalou c'est différent, c'est une autre chose. Mais il y a aussi l'influence andalouse, mais c'est compliqué la danse, hein, parce qu'il y a beaucoup de courants qui viennent former. Ouais. Oui. Non, j'ai dit la danse en général. Hein. Oui, et par rapport au tango, c'est quoi en fait? C'est par rapport aux instruments, par rapport au rythmique que... Par rapport au rythmique, c'est-à-dire l'histoire même. Hein. Et effectivement, il y a eu toute l'influence de l'émigration. Donc l'émigration italienne, hispanique de nouveau, peut-être un tout petit peu français, mais je ne crois pas que les Français aient donné quelque chose au tango, a donné quelque chose à la culture. Par exemple, il y a eu des Français ils se sont échappés au moment de... Je crois qu'il faut au moment de la Commune, donc bien postérieur de la Révolution, hein, mais qui ont dû fuir. Alors il y a les uns qui sont fuis justement en Uruguay, peut-être moins qu'à Buenos Aires, mais il y a eu une fièvre jaune qui les a beaucoup fait du mal. Ils sont morts, beaucoup de gens, ils sont morts dans cette fièvre jaune. Donc, il y avait des Français. Donc, ils n'ont pas pu finir tout ce qu'ils avaient décidé de faire, mais ils ont créé les premiers syndicats d'Amérique latine. C'est les Français qui l'ont créé en Uruguay, à Montevideo. Donc on avait déjà, nous, Français, on avait déjà un lien avec vous. Oui, mais à ce moment, hein, non, mais après la Commune, donc... Après la Commune, c'est quand? C'est 1870 ou quelque chose comme ça. Ça date. Donc les tangos va naître un tout petit peu après. Mais donc les premiers... moi que je disais que je me souviens des dates quand même, je suis contente. Et je disais que les premiers... Il y avait un Uruguayen, que c'était Gobi, et sa femme, qu'elle était chilienne, qu'elle était comédienne, et Bijoldo, que c'est celui qui a créé le choclo. Tu connais le choclo, non? Non. Ah, c'est dommage. Il est très joué dans tous les milongas. Et bon, lui, il était le musicien. Ils sont venus vers 1907. Et ils allaient à Montmartre et ils dansaient. Et lui, il jouait je ne sais pas, le bandoneon sans doute, ou je ne sais pas quoi. Hein. Et les autres, ils dansaient et ils faisaient ça dans la rue. Ouais. Donc, tu sais quand les premiers pas de tango ont été faits? comment? Tu sais quand les débuts du tango, tu sais quand c'est arrivé? Les premières fois où on a commencé à danser cette danse? Je crois qu'on ne le sait pas bien. Hein. Je crois qu'on... Et puis, il y a ce que j'ai dit des espèces... Les peuples, ils ont l'habitude de s'approprier d'une histoire. Et après, il y a beaucoup d'imaginaires qui tournent en rond. Et on perd un peu la réalité de la chose. Hein. Alors, je me demande, est-ce que c'est... Où est la vérité? Comment ça a été? Comment ça s'est passé? Et moi, je ne crois pas du tout que c'est ni à Uruguay, ni à Buenos Aires. Je crois que, de toute façon, c'est deux peuples que nous sommes très unis. Bon, tu vois la situation par rapport au fleuve ou non? Oui, entre Montevideo et Buenos Aires? Oui. Donc, si tu prends les grands bateaux, ça s'appelle les bateaux, le barco de la carrera,
Si tu prends les grands bateaux, là, que c'est un bouquet-bousse immense où il y a beaucoup de monde, mais pas tout le monde prend ça. Il y a des autres ils prennent par la partie plus étroite du fleuve et après ils vont par terre. Et ça, c'est moins cher. Mais les bateaux, les bouquet-bousse, c'est plus cher. Mais pour des familles qui sont un peu pauvres, ça C'était la bonne dépend. situation. Ouais. Ça dépend. Hein. Donc, il y a les deux manières de traverser les... Parce que sinon, tu peux aller en voiture aussi. Hein, mais en voiture, tu peux aussi mettre la voiture dans les bouquet-bousse, mais tu peux aller aussi en parcourant les côtés les plus étroits. Tu passes par le rio Uruguay, le rio de la Plata, le rio Uruguay qui débouche, le Paraná, tu passes par là. Donc, c'est quand même plus long. Tu vois, il y a Cologne, que c'est un petit port très agréable. C'est une ville que l'UNESCO l'a gardée comme patrimoine national parce qu'elle est très ancienne du côté uruguayen. Et du côté d'en face, tu as Buenos Aires. Donc, il y a un petit bateau qui t'amène aussi. Ça, c'est une autre manière d'y aller. Et toi, en tant que... Comment on appelle ceux qui viennent de Montevideo? Montevideano. Montevideano. Montevideanos. Ok. Et toi, en tant que Montevideanos? Moi, je serais Montevideana. Oui, je suis Ok, née à voilà. Montevideano, mais je ne me suis pas élevée. Toute petite, j'étais à la campagne. D'accord. Et parce que justement, j'allais te dire, est-ce que bah, toi, du coup, t'allais régulièrement en fait à Buenos Aires, prendre le chemin pour aller à Buenos Oui, Aires pour aller parce danser? que moi, j'allais de toute petite, hein, même là, tu vois, là, il y a une photo avec Victor et moi, il y a une photo d'un enfant Oui. un peu brun, c'est Mhm. moi, tout petit. D'accord. C'est mon premier passeport pour y aller à Buenos Aires. Ah ouais. Donc, tu vois, j'étais petite. Ouais. Et donc, peut-être j'allais avant, mais sans passeport. Là, j'ai eu besoin d'un passeport. Et oui, ma grand-mère s'était exilée elle-même parce qu'il y avait quelques personnes de la famille. Il y a beaucoup de familles doubles. Par exemple, Luis Bruni, justement, je crois que son grand-père était d'origine uruguayenne ou sa grand-mère, je ne sais pas, il y a des croisements entre des mariages doubles, parce que comme les uns ou les autres, on va de visite aux pays voisins, et les Argentins viennent à nos plages parce qu'on a de très belles plages. Et les Uruguayennes vont avoir Buenos Aires, que c'est une ville beaucoup plus importante que Montevideo, bien sûr. Hmm. Et donc on parle souvent par rapport au tango de l'apport qu'a eu bah, l'Argentine et Buenos Aires, mais sans doute que l'Uruguay Oui, a eu aussi un apport important par rapport au tango, non? très important, je pense, au début. Je pense que c'est mon observation. Hein. Je ne suis pas ni sociologue, ni historienne, Je pense que dans les deux côtés, soit Buenos Aires, soit l'Uruguay, Montevideo, les tangos s'est conservé beaucoup de temps jusqu'à qu'ils sont arrivés les militaires. Il y a eu les militaires soit en Argentine, soit en Uruguay. Et comme il y avait des interdictions de se trouver deux ou trois personnes ensemble, le tango c'était un lieu très subversif, je dirais. Donc, c'était un milonguero argentin qui me racontait ça. C'est pour ça qu'on a essayé d'aller à une milonga qui s'appelle la Tierrita, du côté argentin, du côté de Buenos Aires, parce que c'était plus loin et on pouvait se cacher. Donc, tu Se vois, cacher pour danser? oui. Les tangos étaient interdits. En Argentine, ils ont interdit je ne sais pas combien. Il y a eu je ne vais pas exagérer, mais il y a eu beaucoup de tangos interdits. Hein. Et surtout Vijoldo était interdit. Et, pardon, Discepolo. Et, Vijoldo, c'est un compositeur musical, et Discepolo, c'était un poète. Tu connais Discepolo, non? C'est Euh, intéressant, hein? C'est très intéressant étudier un peu Discepolo. c'est qui? C'était un poète, hein? C'était quelqu'un d'intéressant, oui. Et on se disait aussi, avant de commencer l'entretien,
que souvent, nous, tu pouvais observer que parfois, nous, en tant que Français, on avait tendance en fait à fractionner les Uruguayens et les Argentins. Si, je sais, j'ai horreur de ça. Horreur, horreur. Et Vous nous faites beaucoup de mal. Vous les faites de mal au tango aussi. est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui t'énerve en fait dans cette chose-là que Qui parfois... on nous sépare. Oui, qui a une tendance à parfois séparer les deux, alors qu'en fait... Mais je trouve, moi, je c'est me plus compliqué que sens ça. très, très serre des Argentins. Alors, je me demande des fois, est-ce que c'est parce que ma mère m'a amené voir ma grand-mère, qui était... Mais j'ai connu beaucoup de familles qui étaient obligées de faire cette chose-là, que quelqu'un de la famille était de l'autre côté. Et les familles sont comme ça, un tout petit peu par là, un tout petit peu par là. Et donc, les Argentins qui ont l'habitude d'aller à Montevideo pour la plage pendant l'été, parce qu'il y a de belles plages. Et il y a Punta del Este aussi, je ne sais pas, elle est quelque chose, une espèce de Saint-Tropez très grande et très beau dans la mer et dans l'océan. Ouais. Et donc, qui fait que c'est très snob. Ouais. Et à ton avis, pourquoi parfois Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé chez les Français ou chez les Européens de manière générale? Que quoi? Qu'on avait parfois tendance à fractionner les Uruguayens et les Je Argentins? pense que c'est les Européens qui... Mais bon, c'est vrai qu'on est des pays différents, on aurait été censé être un seul pays. Mais l'histoire, les lois du pouvoir et les lois des... Oui, je ne sais pas comment je vais dire, mais l'appropriation, l'Uruguay était beaucoup plus grand. Ils nous ont pris beaucoup de morceaux. Les Argentins, pendant le gouvernement d'Alvear, nous ont pris. Il y a eu. Je ne vais pas te raconter l'histoire des deux pays, non, mais il y a eu celui qui nous a libérés des Espagnols, qui s'appelait Artigas, a eu des conflits avec le gouvernement d'Alvear, qui était donc en Argentine, à Buenos Aires, et on l'a exilé au Paraguay. Ou lui-même, il s'est exilé, on pourrait dire, au Paraguay. Et pourquoi du coup tu penses que parfois on a tendance, les Européens, à faire ce type de raccourci qui pourtant, toi tu dis, Ils vous ne faites connaissent mal? pas l'histoire. C'est par méconnaissance. Déjà, ils ne connaissent pas l'histoire espagnole. Ils ne connaissent pas bien. Et... Donc c'est par méconnaissance en fait que ça peut qu'on a tendance à faire ça. Non, mais je pense que si on lit un peu l'histoire, on peut comprendre qu'on est beaucoup plus proche. Et après, il y a l'importance de l'Argentine quand même. Hein. C'est Bien un sûr. pays... Bon, paraît-il que pendant la guerre, l'Uruguay étant aussi petit, comme ils vendaient beaucoup de... bon, il y avait la guerre ici, donc ils vendaient beaucoup d'élevage, beaucoup de blé, beaucoup de lin, tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas des... Il y a des pierres précieuses, il y a des pierres genre ça, donc c'est pas précieuse, c'est semi-précieuse. Des amathistes, il y a des choses comme ça, mais sans ça, il n'y a pas de grandes choses. Tandis que l'Argentine est un pays beaucoup plus riche, il y a du pétrole, il y a de l'élevage aussi. Et est-ce que tu trouves que parfois, par rapport à quand on parle de l'histoire du tango, etc., est-ce que parfois tu trouves qu'on a tendance à minimiser en fait l'apport de l'Uruguay? Ah oui, on minimise beaucoup, oui. On minimise beaucoup. Surtout vous les Français. Pas les Argentins. Désolé. Pas les Argentins. Ok. Et bon, je pense que les Hollandais aussi, et je pense que l'Europe en général, parce que l'Argentine a pris, pas l'Argentin, hein, j'ai fait une différence très grande entre l'Argentin et la personne qui est vraiment le prototype del porteño. Le porteño est un tout petit peu ce qui est le madrilène à Madrid, un peu bantard. C'est quoi un porteño? C'est lui qui est né à Buenos Aires D'accord. et qui habite dans la capitale. Ok. C'est ça le porteño. Ça vient des ports, parce que c'est un port quand même, Buenos Aires. Donc, oui, il y a quelque chose d'un peu vantard.
Maintenant, ils sont en train de corriger les jeunes, mais il y en a quand même. Et c'est vrai que ça, l'Argentine a donné de très très grands danseurs. Et l'Uruguay? Non, il ne faut pas dire que l'Uruguay a donné des très grands... D'ailleurs, il y a des grands danseurs uruguayens actuels qui sont émigrés à, à Buenos Aires. Et ils vivent moitié-moitié. Ils vivent beaucoup à Buenos Aires parce qu'ils travaillent plus à Buenos Aires. Il y a ce garçon de ma photo, il est très très bon. C'est quoi son Là, nom? il est avec moi, là, Esteban Cortés s'appelle. Il est un bon danseur de tango uruguayen. Et si ce n'est et pas il y en des, a. Comment? si ce n'est pas des grands danseurs que l'Uruguay a apporté, qu'est-ce que l'Uruguay a apporté par rapport à... Ah, il a porté la danse, le peuple, dans les temps anciens, il a apporté beaucoup de choses. Il a apporté peut-être des danseurs. Oui, oui, sans doute. Et au niveau des musiciens, Hein? est-ce qu'il y a eu des musiciens uruguayens? Ah, il y a eu des musiciens, oui. Il y a eu des musiciens qui étaient Canaro, par exemple, et qui après ils partent à Buenos Aires parce qu'il y a plus de travail. Gobi, que c'est un grand musicien, lui, il était vraiment... mais son père, c'est lui qui est... il fallait qu'il gagne sa vie, justement, donc il est parti... il est parti entre Rios, entre l'Uruguay et l'Argentine, il y a Rosario, Santa Fe. Il a vécu là, et après, que c'est des villes aussi de tango, hein. Rosario est très important pour le tango, mais dont vous ne parlez pas non plus. C'est vrai. Mais par mes connaissances, je pense. Oui, et il y a quelque chose que, quand même, il y a des gens peut-être qui connaissent, mais pas tous, dans les villages uruguayens. Il y a dans les clubs, ça s'appelle des clubs, dans surtout les hommes se réunissent et les jeunes, mais les jeunes aussi se réunissent. Ils vont danser, où il y a des fêtes. Là, on danse des fois les tangos. D'accord. Avant, hein, je parle d'avant. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, je pense que il y a beaucoup dans la rue, hein, on danse dans la rue, aussi en Argentine, soit en Uruguay aussi. Par exemple, à la place d'Orrego, que c'est une place intéressante, très vieille, et qui est à San Telmo. La place dans ce quartier qui s'appelle San Telmo. Et c'est intéressant parce qu'ils dansent dans la rue. Il y a un couple qui vient toujours l'après-midi, et puis il y a tous les peuples là viennent, ils dansent. T'as vécu combien de temps, toi, du coup, en Uruguay? Tu as vécu combien de temps en Uruguay? Ah, j'ai vécu beaucoup. Beaucoup? Mais jusqu'à que je suis venue en France, et je suis fait des voyages, et après je suis restée. C'est-à-dire, après les militaires, j'étais obligée de rester ici, et après je restais. Donc c'était quelle époque, ça? Les militaires, c'est Et quand toi, tu es arrivé... les années 75, Donc toi, t'es arrivé à peu près dans... 76. Là, on a fallu fuir, sinon on nous mettait en prison. Donc t'es arrivé à peu près en 76 à... Non, j'ai arrivé avant. Avant? J'ai arrivé très jeune, très très jeune. Et j'étais jeune mariée, parce que je voulais pas me marier. On était très 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 bons amis, on s'entendait bien, mais c'est mon père qui ne me laissait pas partir si je ne me mariais pas. Pourquoi? Parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 j'avais. D'accord. Et donc t'es arrivé à... Et si j'aurais eu 20, j'aurais pu lui dire ciao, Je me casse. mais je ne les avais pas. Mince alors. Et donc t'es arrivé donc en 76, tu me disais, t'es arrivé à Paris, c'est ça? Je suis arrivée à Paris. Je suis arrivée pas à Paris, non. Je suis arrivée en Espagne, après en Italie, après Moyen-Orient. Et la dernière chose, avec une Lambretta qu'on avait achetée, on est rentré à Paris en Lambretta, et on avait dit, bon, d'ici 2 mois, on part. Mais on est resté. Tout simplement. Donc voilà. Parce que j'ai vu aussi que du coup, tu as eu une carrière de danseuse, c'est ça? Comment? Tu as été danseuse professionnelle, toi? Oui, oui, dans les deux choses, contemporaines et bon, j'étais pas très connue en contemporaine parce que je suis partie de chez moi très vite. Et ici j'ai dansé toujours.
Toujours, toujours. Même encore, même maintenant, je n'ai pas abandonné les contemporaines complètement. Et puis, j'ai eu mes enfants. Donc, quand tu as tes enfants, comme je ne pouvais pas ne pas vivre sans la danse, j'ai dansé tous les nuits. Tous les nuits, on avait un grand atelier. Et donc, parce que le père de mes enfants est peintre. Et donc, j'ai dansé dans l'atelier. La danse, c'était quelque chose d'omniprésent pour toi? Toujours, toute ma vie. Je ne l'ai jamais abandonné. D'ailleurs, là, quand je suis tombée, la première chose que j'ai fait avant-hier avec les kinés, c'est voir si je pouvais redanser, parce que j'ai mal encore. Hein. Alors, ça m'a tranquillisé savoir que oui. Il faut encore que j'ai mal, mais... Mais c'est pas cassé, donc tu pourras... Oui, oui. Et pourquoi la danse était aussi important pour toi? Parce qu'il m'amène à l'infini, il m'amène... Il y a une relation très gaie, très cosmique et très mystique en même temps. Ça peut être mystique, ça peut être aussi pas mystique, ça peut être très sensuel, mais c'est toujours enveloppé par quelque chose de grand et de cosmique. C'est un abstrait qui peut avoir des... Il y a des émotions, il y a de l'amour, surtout il y a beaucoup d'amour. Oui, je suis pas... Je peux devenir par des moments agressive contre la méchanceté du monde. Oui, il n'y a pas très longtemps, on a dansé une chose avec une fille contemporaine où j'ai dansé avec un ballon, que c'était le monde. Hein. Et on voulait représenter la dictature. Et donc on a pris Hitler comme représentant de la dictature. Alors, je ne sais pas si tu as vu des films de Hitler, quand il marche d'un côté par l'autre, il se tient la tête, il pense, il réfléchit. Les images d'archives, c'est ça? Oui. Oui, bah, peut-être, oui. C'est assez impressionnant parce qu'il est en train d'imaginer les atrocités qu'il a fait, non? Et donc, on a commencé avec ça, mais pas moi. Moi, j'avais le monde et ma copine danseuse contemporaine marchait, Hitler. Et tout d'un coup, elle commençait à acquérir les pas de Hitler, donc de Hitler même, comme si ça serait Hitler petit, il agrandissait, on a fait une chorégraphie, hein, et il venait me voler mon ballon, il m'acribillait à coups de pied, c'était épouvantable. J'avais pas mal, hein, on le faisait bien, je roulais bien, mais on dirait qu'elle était en train de me tuer. Et bon, elle m'a tué. Ok. Et qu'est-ce que tu as eu comme accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon accident actuel, Oui. j'étais très très fatiguée parce que je me suis rendu compte qu'il faut que je travaille moins et je ne voulais pas l'accepter. Et donc, il y a les paillassons, tu vois. Je ne sais pas si c'est les paillassons, si c'est cet appareil qui est là, que je vais les jeter parce que... Mais il est tout petit, mais la preuve, j'ai mis ton manteau. Mais j'ai trébuché là et je me suis donné une torsion comme ça pour ne pas me casser la tête. Et là, je me suis fait mal à l'ange. Parce que je crois que j'ai cogné avec les bois. Ça a eu beaucoup t'angoisser quand tu es tombé? T'as dû avoir peur de ne plus pouvoir danser après? Ah oui, j'ai une trouille énorme. En plus, j'ai dit, oui, je suis morte. Je vais mourir. Et t'as commencé à danser à quel âge? Ah, j'avais un grand-père, c'est ce monsieur-là, de barbe. Pas D'accord. celui qui a la rose, un autre qui a la barbe. D'accord. Et après, je te le montre. Qui venait nous voir quand on était à la campagne. Il était peintre et sculpteur. Et je n'étais pas allée au théâtre, hein, du tout. Après, je suis allée, mais là, j'avais 6 ans, 5 ans. Je devais avoir 5 ans, puisque je suis allée à l'école assez vite. On a déménagé à Montevideo à cause de moi. À cause de moi. Et donc, Grâce à toi, non? hein? Grâce à toi ou à cause de toi? À cause de moi, à cause de l'école. Ah, à Parce cause de qu'on l'école. trouvait que là-bas, bon, mes parents, ils ont commencé à m'apprendre le début, mais Ouais. après, non, il fallait que j'aille à l'école, que j'aille des copines. Donc,
Je ne peux pas te dire comment. Je devais avoir 5 ans. Ouais. Et je l'ai dansé à mon grand-père. Non, et mon grand-père l'a dit à ma mère, mais cette fille, il faut. Elle a des. Comment est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de sympa. J'ai oublié, je vais me souvenir. Moi, je peins avec les pinceaux, mais elle peint avec les pieds. Voilà. Elle a dit ça. C'est Et beau. donc, oui, c'est beau. Donc, moi, ça m'a laissé, tu sais, quand tu dis une bonne chose à un enfant, ça le fait du bien, hein. Ouais, carrément. Donc, j'ai augmenté mon désir de danser sans aucune prétention, hein. C'était toujours cette chose, c'est la nature. Les couchers de soleil, les oiseaux, c'était toujours ça. Et il n'y avait pas un désir de me montrer, hein. C'est très drôle. J'aimais pas du tout ça. J'aimais plutôt ce côté de la nature, moi. C'était une démarche très personnelle. Oui, même en étant petit, hein. Hmm. Je me souviens d'ailleurs. Et bon, voilà. Et donc, mon grand-père a fait beaucoup pour qu'on me mette dans une académie, ce qu'on a fait quand je suis arrivée à Buenos Aires, à Montevideo. Hmm. Et puis après, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu un grand maître de danse russe il est tombé amoureux d'une poétesse uruguayenne, il est parti en Uruguay Ok. et on a donné des cours. Et ma mère a obtenu quelque chose que je puisse assister au cours. J'étais petite, j'étais la plus petite de toutes. Il y avait des gens de 16 ans, 17 ans, mais je devais avoir 14. Hein. Je ne crois. Oui, parce que j'allais au lycée encore. Peut-être 15, mais les autres, ils étaient un peu plus grandes. Il n'y avait pas beaucoup de. Peut-être 18, 19, 20, mais pas beaucoup. Après, c'était plus, vers 30. Et du coup, tu pratiquais le tango à côté? Bah, les tangos, c'était comme boire de l'eau. Et j'y allais à la rue, j'allais au carnaval. Ouais, ça se faisait, ça a toujours été là en fait. Sans apprendre. En faisant des suites et des choses, peut-être je ne les connaissais pas, les pas de basse, et on ne croisait pas. Hmm. Oui, on ne croisait pas. Et oui, il y a des gens qui ne croisent pas encore dans les campagnes. Les croisements, c'est devenu bien. Aux années 40 apparu les croisements. Ça, je suis sûre parce que c'est un grand professeur de tango qui me l'a dit. Et après, bon, mais après quand je suis devenue grande, j'étais déjà avec Victor, on est allé à Buenos Aires et on a commencé à vraiment perfectionner les tangos. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Tango Argentino était venu, il nous a beaucoup impressionnés. On a pris beaucoup de cours avec Tango Argentino, mais c'était pas encore le bon tango, tu vois. Il y avait beaucoup de choses à polir. C'était quoi à cette époque-là le bon tango? Il y avait des figures que moi je n'aimais pas. Parce que comme Tango Argentino est venu, et c'était un tango très professionnel et très de théâtre, il y avait beaucoup de jambes levées, des trucs exagérés que je n'aimais pas du tout. Ça restait pas au sol. Moi j'aime bien les tangos qu'il y a des figures, mais qu'il y a cette espèce d'ancrage dans la terre. Ok. Le tango argentino n'avait pas ça. Il y avait peut-être un couple qui l'avait, mais c'était pas ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le tango du coup argentino et uruguayen? Non, ça n'a rien à voir. Ça, la différence, c'est entre les tangos de scène, avec des gens qui venaient du folklore. La compagnie des tango argentino était faite avec des gens qui n'avaient pas fait beaucoup de tango populaires, mais que oui, ils avaient fait beaucoup de folklore. Donc c'était des folkloristes. Les folkloristes n'ont pas la même posture. Ils sont ancrés dans la terre, mais ils ont quelque chose un peu flamenco, un peu. Je ne sais pas comment te dire. Tandis qu'elle est beaucoup plus. Oui, il est plus proche dans les marchés d'un gaucho, le tango, qui va vers la terre, vers le bas. Hmm. Quand tu vois un gaucho qui descend du cheval et commence à marcher, à part qu'il marche des fois avec les jambes ouvertes, ce qui n'est pas très beau, et
il est quand même ancré dans la terre, tu vois. Et son pied, il marche. Mais après, l'homme de la ville, surtout avec les Noirs, c'est les Noirs qui arrangent la marche du tango. C'est les Africains. Ah ouais? À mon point de vue, oui. Ils ont cette chose très féline. Mais tu n'as qu'à voir les Africains qui sont en France, ils marchent d'une manière... Observe-les comme ils marchent. Ils ne savent pas qu'ils marchent bien. Mais il marche bien. Mais ils marchent bien, oui. Ils ne savent pas. Ils sont très élégants et très ancrés dans la terre. Ah, regarde-les, tu vas voir. Une leçon de tango. Alors, pas tous, il y a quelques-uns qui sont un peu... Donc quand tu es arrivé en France, à Paris, comment ça s'est passé pour toi? Donc tu es venu avec ton partenaire? Non, je suis venue avec les pères de mes enfants. Le père de tes enfants? Oui, Et, qui était peintre, qui est peintre. et toi, du coup, par rapport à ton métier de danseuse, comment ça s'est passé pour toi quand tu es arrivé à Paris? Je suis allée... Oui, le problème, c'est que j'ai eu des enfants très vite. J'avais 24 ans, je crois que j'aurais dû avoir plus tard, tu vois. Et on a fait un voyage très long, hein, très très long. Et on est allé tout par le Moyen-Orient. Moi, personnellement, j'aurais voulu aller en Afrique. On est allé en Égypte, mais on n'est pas descendu plus bas que Luxor. Mais j'aurais voulu aller même voir les Maasai, voir tous ces gens-là. Hein. Je n'ai rien pu faire de ce que je voulais. Et donc, je reviens sur le fait que quand tu es arrivé à Paris, parce que je sais que toi, tu as travaillé pour le ou les trottoirs de Buenos Aires. Oui, j'ai travaillé au trottoir de Buenos Le Aires. trottoir de Buenos Le Aires. trottoir de Buenos Aires, C'était quoi, c'est ça? une boîte qui a été faite en 81. D'accord. Je ne peux pas te dire, parce qu'il y a un problème. Je sais, oui, mais c'était avec les buts musicales. Donc, il est venu Piazzolla, il est venu Pugliese, qui ne rentrait pas, les trottoirs étaient très petits, la boîte. Donc, il a fallu, je crois, que louer les Bataclan Ah oui, pour ok. que Pugliese joue. Oui, une autre fois, pour Susanna Rinaldi, s'est passé la même chose. Parce que c'était petit, ça se remplissait très vite. Donc ça a commencé avec la musique. Ils ont fait venir des bons musiciens. Et il y a eu des musiciens tellement bons qui sont joués au trottoir et qui après c'est devenu les sexteto major grâce au trottoir de Buenos Aires. Donc il y avait, tu vois, les sexteto major, qu'est-ce que c'est, non? C'est une petite, c'est un sestetto où il y a des bandoneons, des violons, vraiment un sestetto musical avec des très très bons bandoneonistes. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé donc Le trottoir de Buenos Aires, est-ce que c'était un des premiers lieux C'est les premiers culturels de tango à Paris? en Europe. En Europe? Oui, à Paris, mais en Europe. Oui. Et il y avait du coup des milongas à cet endroit-là aussi? Tous les dimanches, c'est nous qu'on a proposé à Edgardo Canton, que c'est celui qui l'a créé. Il a été créé par Edgardo Canton et Cortázar. Tu connais Cortázar? Je ne connais pas. Non, c'est un écrivain argentin très très bon. Il faut lire Rayuela, il faut lire. C'est un très bon écrivain. Et donc, malheureusement, il est mort très vite après qu'ils ont créé les trottoirs. Mais Edgardo Canton a continué. Edgardo Canton était musicien, mais musicien moderne. Il travaillait avec Schaeffer, l'orchestre Schaeffer. Et il avait fait quand même quelques tangos. Donc il y a un tango à lui qui s'appelle Guante Azul, ça veut dire gants bleus, mais pas extraordinairement quelque chose, c'est pas Pugliese, non? D'accord. C'était comment cette période pour toi de tango à Paris? J'étais en train de faire de la danse contemporaine. Et alors, Edgardo Canton est venu, il était ami justement du père de mes enfants, qu'on n'est pas ensemble, mais on est toujours très bons amis. Et il était très ami, et il me connaissait à moi, mais bon. Et il a dit, écoute, j'ai besoin d'une femme créole, c'est-à-dire une femme native de là-bas.
Je ne veux pas une danseuse vedette. Je veux vraiment... la créole n'est pas vedette, elle est plutôt... Bon, il m'a vu créole comme ça, voilà. Et donc il m'a dit, est-ce que tu veux t'occuper de recevoir les gens, de danser un peu, de peut-être commencer à donner des cours? Je lui dis, mais avec qui tu veux que je donne des cours? Il faut 2 pour danser le tango. Et donc... justement, après un jour que j'étais désespérée parce que j'étais toute seule et j'étais très perdue. Hein, les tangos à cette époque, tout le monde était perdu. Hein. Tout ce qu'on a commencé à cette époque, on était perdus. C'est les mots. Perdu dans quel sens? Qu'on ne savait pas où étaient les bons tangos. Et on les cherchait. Mais c'était difficile. Je pense que même c'est une époque où tous les tangos étaient difficiles. Mais moi, j'étais très perdue et je le disais d'ailleurs à Coco, à tous, moi, donne-moi Piazzolla et je te fais un tango contemporain. Mais un tango, il faut que j'aille à Buenos Aires. Et finalement, Edgardo Canton m'a permis de faire ce que je voulais. Et on venait de se rencontrer avec Victor. Et notre rencontre a été très forte d'ailleurs. Et donc, il y avait une forte connexion quand on dansait, même sans avoir été à Buenos Aires, il y avait une très forte connexion. Et donc, voilà. Pour bien comprendre, en fait, donc toi, quand tu es arrivé à Paris, Oui. tu fais partie des précurseurs, en tout cas. Mais au début, je n'étais pas au tango. Hein. Oui, mais quand tu es arrivé au tango avec le Trottoir de Buenos Aires, avec Coco Diaz, est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui ont commencé à donner des cours de tango, en tout cas, enfin à développer le tango à Paris? Ça c'est vrai. Je suis une des personnes qui a été, oui. Précurseur, en tout cas, dans le développement du tango à Paris? Je dis pas je ne vais pas me mettre la pommade comme ça. Il y avait des gens qui chantaient bien, beaucoup. Mais pour la danse, oui. Il y avait Elena Villarigno, que c'est une Uruguayenne qui a dansé avec Coco. Elle était là aussi. Elle est une bonne danseuse. Et je tiens à qu'on parle d'elle. Elena Villarigno. Elle a été au trottoir. Sporadiquement. Elle allait une fois, elle dansait un week-end, après elle s'en allait, après elle revenait au trottoir de Buenos Aires avant moi. Okay. Ça, il faut le dire. Et Coco même aussi. Il y avait... donc à un moment, tu dansais aussi régulièrement, tu allais souvent en milonga à une période, quand tu étais à Paris? Après, oui, mais avant, il n'y avait pas de milonga. Hein. La première milonga qu'il a eue, c'est les trottoirs le dimanche. D'accord. C'est moi que j'ai décidé, avec Victor, on a demandé à Edgardo de nous donner les dimanches. Alors, lui, il a dit, nous, on ne fait rien, c'est vous que vous vous occupez, vous nettoyez, vous faites tout. Et je vous donne la permission, mais nous, on ne pouvait pas payer aussi beaucoup de gens, donc nous, on était là. Oui, parce qu'à l'époque, quand il y avait des milongas, c'était toujours avec des orchestres. Là, il n'y avait pas de milongas. Hein. Ouais, mais quand il y en avait au trottoir, c'était toujours il y avait toujours des orchestres qui jouaient. Non, on ne pouvait pas toujours payer une orchestre. Comment vous faisiez, du coup? On a commencé à payer, mais c'était difficile. Et on avait de très, très bonnes CD. Okay. Et on faisait oh là là, c'était un travail monstre, passer les CD. Et les enchaîner, oh là là, c'était beaucoup. Il n'y a pas très longtemps que j'ai jeté tous les CD. J'ai fait une connerie, parce qu'il y avait des bons morceaux. Des bons morceaux, oui, des bons morceaux choisis, tu sais, comme des tandas. C'était des tandas un peu plus grandes que les tandas de Buenos Aires. On avait fait des tangas de 5 aussi. Ah oui, d'accord. Okay, ouais. Mais on faisait pareil que Buenos Aires. Ok. Et donc tu n'as plus rien de ça? Hein? Tu n'as plus rien de ça, justement? Et je sais pas, ça donnait un travail énorme. Ouais. Tu vois, on avait deux trucs de cassettes, on marchait un et l'autre. Oh, c'était... Les DJs de cette époque, il y avait un travail horrible. Ah, parce qu'en fait, tu devais changer à chaque fois de...
on passait de l'autre pour qu'il n'y ait pas des arrêts, tu Ouais. vois. Bah oui, Tout était là. Oui, c'était très bien fait. c'est fou, ouais. Mais bon, J'ai ça du mal à nous, imaginer à cette époque. ça nous donnait beaucoup de travail. C'est clair. Et puis bon, voilà, c'était bien. Hein. Hmm. Et, oui, il y avait comme il était petit, des fois, il y avait des gens même qui dansaient dans la rue. Tu sais, il y a une boîte où étaient les trottoirs. C'est une boîte. Les trottoirs étaient vendus à un monsieur qui a converti les trottoirs dans une boîte gay. Mais gay complet. Hein. Moi, j'aimais bien y aller. Mais les gens, ils n'aimaient plus. C'était quoi le nom? Hein? Tu te rappelles du nom? Non. Ok. Non, mais je crois qu'ils ont gardé même les... Il y avait un bandoneon à l'entrée. Je ne sais pas s'ils l'ont toujours. Et c'était un peintre qui s'appelait Cattolica qui a fait ces bandoneons. Très joli c'était. Je ne me souviens pas, je n'ai pas souvent par là. Je vais regarder la prochaine fois. Et donc, c'était très sobre, on dirait. C'était beaucoup plus beau avant que maintenant. Maintenant, on l'a mis un décor très moche. Ouais, t'aimes pas. Avec des lumières horribles. Là-bas, tout était tamisé. Très beau, c'était. Et c'était comment alors l'évolution du tango à Paris? Tu l'as vu comment? Oui, bien sûr. Donc des années 80 à Bon, 90? disons-nous, des 80, parce qu'il y a eu des tangos à Paris avant. Hein. C'est-à-dire que, je te racontais, en 1907, il y a Bijoldo, Gobi, Flora Rodriguez qui sont venus. Mmh. Ils À Montmartre? à Marseille. Ah, Marseille. Ok. Et après, ils sont montés à Paris, à Montmartre, oui. Et puis un peu partout, j'imagine. Et il y avait chez quelqu'un que, si je peux la voir là tout de suite, je te l'ai prête, parce que je ne connaissais pas cette partie. Il y a eu un tango qu'il a installé en russe. Mais c'est un tango comme ça, tu vois, comme les... Ah oui, 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 je vois, ouais. J'ai déjà vu. Voilà. Et donc, comme je... C'est pour que les gens qui nous écoutent, tu parles de ce tango, oui, c'est les bras très... Étiré, très raide, Ouais. très prétentieux, très étiré derrière, très cambré, la femme, elle est cambrée. Ouais. On dirait que c'est un tango sans contact. Et par contre, ils ont des contacts, hein, parce qu'ils tournent, ils font des choses, mais ce n'est pas les tangos amoureux du tango argentin ou du tango del Rio de la Plata. J'aime dire tango del Rio de la Plata. Tu me disais, oui, en France, on dit tango argentin. J'aime bien dire tango Rio de la Plata, parce que ça inscrit les deux pays, c'est-à-dire l'Argentine et l'Uruguay. Qu'est-ce qui t'a plu dans le tango? Comment? Qu'est-ce qui t'a plu dans le tango, dans cette danse? Ah, pour la connexion. Il y a quelque chose de très très profond dans les tangos. La connexion du tango, parce que c'est pas simplement physique, hein, c'est de cœur à cœur. Si tu n'aimais pas le cœur dans les tangos, tes pieds ne parlent pas. Tes pieds ils sont froids. Et il faut que ça aille jusqu'aux racines. Hein. Depuis le haut de la tête qui s'en va au ciel, au fond de la terre. Il faut vraiment que tu sois les liens de ces deux choses. Ce que je sens, c'est vraiment ça. Ça, c'est pour toi, disons-nous, ton sentiment à toi. Mais il y a quand même la connexion avec l'autre. Oui, il y a quelqu'un qui avait dit c'est une histoire d'amour qui dure 3 minutes. Je crois que c'est vrai. Ce n'est pas forcément un amour physique, mais c'est une histoire où s'il n'y a pas de cœur dans un tango, il faut que tu donnes ton âme quand tu danses. Enfin, il faut une confiance dans l'autre, même si tu ne le connais pas, parce que là, dans les balles, quand on vient, tu risques beaucoup, hein, parce que des fois, tu donnes toute ta confiance et tu te reçois un morceau de glace sur toi. Mais bon, tu continues. Peut-être tu vas arriver à... Tu vas arriver, peut-être. Puis, il y a les gens qui ont peur aussi. Peur de quoi? Je ne sais pas, je me souviens que
J'avais vu danser Pablo Verón, qui est jeune, et quand il était jeune, il était vraiment d'une beauté en plus. Là, il s'est laissé un peu plus gros. Mais il a vieilli aussi un petit peu. Hein? Il a vieilli aussi un petit peu. Oui, mais il y a des gens qui sont vieillis et qui sont beaux. Lui, il n'est pas moche, jamais, mais c'est-à-dire que j'aime pas les gens très gros. C'est ça. Qui est... Et comme je me souviens de lui maigre, je l'aimais maigre. Tu vois? C'est un peu ça. Il n'était pas maigre, hein, mais il était bien. Et donc, je peux pas te dire, mais T'as déjà dansé avec lui? oui, oui. Mais la première fois, je tremblais comme une. Je tremblais. T'étais impressionné? Hein? Tu étais impressionné? Ah, j'étais terriblement impressionnée. Et par contre, j'avais quand même quelque chose derrière moi, hein. Mais je sais pas, j'avais l'impression de que je devais danser très bien et que lui il dansait super bien et que je n'étais pas son auteur. C'est vrai? Oui, oui, Et il danse comment, Pablo? très bien. Il est très à l'écoute et il danse bien. Il marche bien. C'est vrai que ça, c'est important. Oui, très. Qu'est-ce que t'aimes, toi, quand tu danses au tango? Qu'est-ce que tu recherches quand tu danses avec quelqu'un? La connexion, Donc la connexion et la marche. la marche. Oui. Je crois que les figures doivent être introduites dans la marche comme des petites fleurs, des petites couleurs. C'est la couleur, la couleur. Je te demandais pourquoi le tango était... qu'est-ce que tu aimais dans le tango? Parce que j'ai évoqué au début de notre rencontre qu'à un moment, tu as fait de la danse-thérapie, c'est ça? J'ai fait et j'ai fait encore de la danse-thérapie avec le tango. Mais j'ai fait de la danse-thérapie avec la danse. D'accord. J'ai commencé avec la danse, pas avec le tango. Mais j'ai commencé par exemple avec des enfants autistes à faire la danse. Pas du tango, hein. Ouais. Et c'était bien. Tu trouvais qu'il y avait un effet sur eux? Moi, je dois avoir une cassette, mais ça se voit pas très bien, la cassette. Et oui, 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 oui. Mais j'utilisais beaucoup de choses. Je pouvais utiliser, si tu veux, tu connais tu as travaillé avec des autistes ou avec des gens un peu malades? Non, jamais. Les autistes sont très particuliers. Ils sautent, très particuliers sont. Donc, oui, il faut que tu te mettes à faire les mêmes choses. Tout d'un coup, ils te vont faire comme ça et tu le fais comme ça. Tu t'adaptes? Oui, tu t'adaptes. Tu crées un tango d'autiste. Lui fait ça, tu fais ça. Il fait ça, tu le fais ça. C'est amusant? Moi, ça m'amuse et j'arrive à me faire... j'arrive à communiquer avec ces langages-là. Et comme je sens que je communique, mais ça n'a pas d'histoire, hein. Peut-être je peux lui créer une histoire, je ne sais pas, mais lui, il s'en fout, lui, l'histoire, il te fait une petite chose comme ça, et ce qu'il aime, c'est la réponse du geste, je crois. Créer une connexion en tout cas. Oui. Et tu trouves que ça a quoi comme bienfait du coup la danse? Tu trouves que ça a quoi comme bienfait la danse? La danse, combien fait? Ouais, parce que Pour vu que qui? tu as fait Pour de moi ou l'art-thérapie, pour les... pour toi? Ah, pour moi, c'est comme une méditation, mais en mouvement. Pas... Bon, je peux être aussi... Je peux danser aussi, comme dit Caroline Carson. Je peux être toute vieille et être dans un fauteuil et je ne bouge pas, mais je danse. Oui, on peut être... Il y a un film où on voit... Comment il s'appelait ça? Je ne me souviens pas. Café Muller, de Pina Bausch. Ouais. Et où elle est comme ça, contre le mur. Elle ne bouge pas. Mais elle danse. Et donc, qu'est-ce que la danse? Tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce que la danse? Est-ce que je crois qu'il n'y a pas de paroles? Qu'est-ce que la danse? Il faut danser. C'est tout. Oui. Je crois qu'il ne faut pas dire la danse c'est. Non. La danse, c'est danse. Il n'y a pas de définition. Il n'y a que danser.
Et toi, tu vas pas danser la même chose que moi, mais on va danser tous les deux. Donc ça veut dire se laisser aller à l'improvisation ou en tout cas lâcher prise? Bien sûr, il faut aller lâcher pied, mais je pense que il faut se connecter avec l'infini, avec ton âme. Et l'âme, déjà, il va se connecter avec tout ça. Et avec l'espace aussi. Je pense que la danse est important, non? C'est vrai. L'espace, c'est-à-dire que si tu bouges comme ça, non, mais si tu sens que tu balayes des cellules, que tes cellules et les cellules de l'espace vont créer un chemin, je pense que ça commence la danse, là. Moi, je dirais que les danseurs de tango devraient de faire de la danse contemporaine, un peu, de s'exprimer libre, pour pouvoir être aussi avec l'autre. C'est-à-dire que, donc, il y a tu sais, des abrazos qui sont très tendus, et tu te sens comme encerclé dans un truc de fer. Et ça, c'est pas le tango. Il faut te sentir encerclé dans un cercle d'amour, mais pas de fer. Quelle horreur, tu peux pas bouger. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Puis il y a des femmes, parce que moi je suis obligée de danser comme homme des fois, qui sont peur, les pauvres. Oui, Ils ont peur? oui. Quelques-unes, oui. Tu Oui, sais oui. pourquoi? Après tu les demandes et elles te disent oui, j'ai peur. Et toi, t'as déjà eu peur? Oui, je te dis, Ah oui, avec Pablo? danser avec Pablo Belon, ça m'a été une trouille énorme. Énorme. Oui, mais avec des autres danseurs, même importants, non, parce qu'ils m'ont inspiré beaucoup de confiance. C'est peut-être qu'il était trop jeune, mais moi j'étais jeune aussi. Je peux pas te dire, je peux pas te dire. Hmm. On arrive vers la fin de notre rencontre. Ah oui, Euh, comment, avec toute l'expérience que tu as, toutes les années de tango que tu as vécues, euh, comment tu vois le tango évoluer aujourd'hui? avec les mondes. Je pense que, par exemple, ce qui se passe en Ukraine actuellement, il va nous envoyer des messages que pas tout le monde va savoir les écouter, mais qui ils vont influencer notre environnement. Je parle de l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine. Hein. Il y a des milliers de lieux où les gens se battent, où les gens se fâchent, où Hmm. il y a des couples qui se déchirent, il y a des gens qui se... C'est tragique. Hein. Et tu penses que toutes ces choses-là, indirectement, vont influencer notre manière de Je danser? pense que les tangos, ils pourraient, si on danserait beaucoup les tangos en créant une connexion vraie, d'amour, pas. Tu n'as pas besoin d'amener au lit à la fille que tu danses. Si ça se passe très bien, mais tu comprends ce que je veux dire, parce que des fois, quand je dis une connexion d'amour, on me regarde avec une tête de pourquoi on ne me comprend pas, en plus, qu'est-ce qu'il y a de mauvais. Mais bon, je pense que c'est important, oui, les sentiments, les tangos techniques pour la technique même, j'aime pas. On veut encore cette chose-là de connexion. Je pense que c'est important de mettre le cœur et danser. Des fois même, il marche tout seul, bien faite. Elle est aussi belle que beaucoup de pas, que beaucoup de figures. Bien sûr que les figures sont belles. Euh, je ne sais pas, quand tu trouves... Et il y a beaucoup de femmes qui dansent bien. Hein. Ouais. Euh, est-ce il y a autre chose que tu aimerais rajouter? Non, c'est une question de pratiquer. Alors, par exemple, là que je me suis fait mal et que je peux pratiquer, j'ai l'impression, j'appréhende beaucoup, j'ai l'impression il faut beaucoup marcher, il faut travailler. Et pour tout, hein. Ce n'est pas simplement pour le tango. Pour tout ce qu'on fait, si on ne pratique pas, ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il faut être acharné et violent avec la pratique. Hein. Non, je ne dis pas ça.
Mais il faut avoir une joie de pouvoir faire un tout petit peu tous les jours. Pour toi, tango, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver ou pas? C'est Le tango, est-ce que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, nous, en tant qu'humains? les tangos? Ouais. Non, il ne faut pas être... Non, peut-être pour toi, pour moi, pour Sylvia, pour Luis Bruni, mais non, je pense que quand Luis Bruni dansait au Théâtre Colón, c'était des choses extraordinaires. Non, un poète qui fait une poésie, il ne faut pas que tout le monde danse les tangos. Il faut que tout le monde puisse avoir la possibilité de s'exprimer. Ça, je crois. Ok. Je crois que sans pouvoir s'exprimer, ces gens qui n'expriment rien, mais qui s'expriment même avec les gens, qui s'expriment quand ils cuisinent, qui s'expriment quand ils mettent des fleurs dans un vase. Je ne sais pas. C'est un état d'esprit, c'est un état d'être présent. Dans ce qu'on fait. Je pense que oui, mais être présent, pas par obligation, par la joie, par besoin. Pas besoin. Eh bien, merci beaucoup pour De rien. pour ce moment. J'ajoute que c'est pas besoin parce que ça donne une allégresse, une joie. Allégresse, c'est joie. D'accord. Une joie. Et je pense que la joie est très importante, surtout dans cette époque où il n'y a pas de joie. Qu'est-ce que tu allais dire? Bah, j'allais te dire merci en tout cas pour cette Mais non, cette merci rencontre. à toi de m'avoir demandé des questions jolies. Je ne sais pas si j'ai bien répondu pour tout. Très bien. Peut-être un autre jour, je répondrai encore mieux. Différemment, mais c'est le moment qui est le plus important et, Oui. et j'ai passé un bon moment avec toi, donc Bon, merci pour cet échange. mais non, mais merci à toi. Puis bah, à bientôt. À très bientôt. Et alors ça va passer où? Ça sera sur YouTube, sur Internet. Ah, Voilà. tu me diras. Bah, je t'enverrai. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes, et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt, et surtout,